Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Alors je parle doucement parce que nous sommes à Paris, ici, et on va rendre visite à un monsieur qui a 2-3 petits trucs qui peuvent être intéressants. Donc, on va sonner. Salut! Salut Vincent. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah super! Bah écoute, bienvenue à ce studio que tu as vu naître. Hein. J'ai vu, il était en plein chantier. Exactement. Et donc maintenant, on est à peu près à 99,9% fini. Parce que tu sais, un studio, ça vit, hein, ça évolue en permanence. Et là, on est sur une version quasi définitive. On a encore un petit peu de matos à intégrer, mais rien de bien méchant. Donc je te fais faire le tour. Hein. Allez, je fais un tour rapide. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le studio parisien, le studio Besco, avec Vincent. Enchanté. Salut Vincent. Moi, je te dis enchanté en Mais fait. si, mais c'est un raté, c'est un fail. On se connaît depuis, on le disait tout à l'heure, Allez, depuis 20 ans. plus de 20 ans même. 20 ans. Mais je suis enchanté de te passer Mais la je suis journée avec enchanté toi. de faire la vidéo voilà, pour ton vlog. Voilà. Alors, donc Vincent, vous avez, il y a 2 mois, j'avais fait une séance donc au studio Besco, là où j'ai enregistré avec le groupe Unravel, et je vous avais promis de faire la visite du studio parisien. Donc c'est chose faite. Aujourd'hui, vous allez voir donc ce petit studio, voilà, par la taille, Ce home studio. ce home studio. Vous allez voir le home studio. Et blague à part, je souhaitais vous faire visiter ce studio donc qui est sur Paris, qui, vous allez voir, regorge de pas mal de surprises. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi derrière les machines, c'est les hommes qui tiennent ça. Donc, vous avez rencontré Loïc, qui est pareil, un ami depuis plus de 20 ans. Et donc, aujourd'hui, l'initiateur de ce projet complètement fou de studio d'enregistrement, à l'heure où les studios d'enregistrement ferment, mais il y a un mec qui a décidé d'en ouvrir pas un, mais 2, voilà, parce qu'il en a commencé avec celui que vous avez connu, j'irai là où on fait des prises, Voilà. et puis il s'est dit, bah tiens, je vais quand même faire un truc dans le même style, mais pour le mix, Un peu différent. un peu différent, Un peu donc tu différent. vas nous expliquer ça. Ouais. Donc sur Paris, donc voilà, Vincent, merci à toi de nous consacrer le temps de ta journée, voilà. Merci à toi d'être venu. Pour nous présenter ton studio, donc, alors, première question, Vincent, qui es-tu? Oh. Ton parcours, rapidement. Alors, mon parcours, c'est que j'ai été musicien dans ma jeunesse. J'ai commencé la guitare à 13 ans à peu près, avec des cours particuliers, voilà, enfin voilà, un parcours un peu classique. Mais la différence qu'il y a eu, c'est qu'en fait, j'ai tout de suite composé. J'ai tout de suite monté des petits groupes où je faisais toutes les compos et avec l'aide des copains en récupérant des 4 pistes à cassette, tu sais comme on avait à l'époque. MT120 peut-être. Voilà, exactement, les Tascam Porta Studio, tous ces trucs-là. On a fait des maquettes et je me suis tout de suite retrouvé parce que j'étais le compositeur, le leader du groupe, celui qui organisait un peu les répètes, etc. Aussi à être celui qui était derrière les petits faders Ouais. de ces 4 pistes à cassette. Et j'ai attrapé le virus de l'enregistrement assez jeune, puisqu'on a commencé à enregistrer quand j'avais 14 ans, 15 ans, par là, nos premières maquettes. Et donc j'ai connu un petit peu toute l'évolution de ce matériel qui était fait pour des amateurs en fait, hein, très clairement, et une évolution qui s'est très vite professionnalisée parce qu'on est passé du 4 pistes à cassette aux 8 pistes, puis 8 pistes numériques, Ouais. toujours en Porta Studio, Ouais. et ainsi de suite, jusqu'au premier Cubase qui était synchronisable avec des enregistreurs numériques. Et donc par exemple à 18 ans, j'avais déjà monté mon premier home studio qui était un studio 24 pistes numériques, ce qui était déjà énorme à l'époque. Ouais. Voilà, avec des enregistreurs Fostex, voilà, qui enregistraient directement sur disque dur, qui étaient synchronisés à mon Cubase. Donc je faisais mes petites programmations MIDI dans Cubase. Je synchronisais ça avec du MIDI timecode et de l'offset avec les enregistreurs. Et on enregistrait tout ce qui était batterie, guitare,
À l'époque, on était jeunes, hein, on faisait du speed metal à caractère mélodique. Voilà, donc je vous rassure tout de suite, j'ai arrêté ce genre de conneries. Et je suis plutôt passé au jazz, à la pop, à l'électro, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, à l'époque, on avait fait un petit studio, un petit home studio, mais qui était quand même déjà assez évolué, parce que tout mon argent de poche y passait. Voilà, et donc j'ai attrapé le virus de négocier les instruments, le matériel, et acheter du matériel petit à petit de plus en plus haut de gamme. Et d'être pointu sur ce que tu voulais. Et d'être pointu sur ce que je voulais, de savoir exactement tout ce qui existait sur le marché aussi, parce que je lisais énormément tout ce qui était possible de trouver à l'époque pour se renseigner sur le matériel. Il n'y avait pas Internet non plus, forcément, déjà à cette époque-là. Et donc on lisait des revues spécialisées, voilà, keyboard and recording, des choses comme ça. Des guitaristes magazines aussi. Oui, voilà, il y avait un peu de tout, on trouvait de l'info un peu partout. Et mais voilà, dans de la presse spécialisée. Et voilà, j'ai eu ce virus assez tôt. Et comme je vous dis, j'enregistrais plutôt mes maquettes à moi, puis les maquettes des copains. Et de fil en aiguille, moi je suis devenu musicien professionnel aussi par la suite. Parce que tu as fait le MAI, voilà. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés, exactement. Et où j'ai rencontré aussi Loïc, qui est mon associé et mon frère de cœur, voilà. Et donc, ayant fait le MAI, après j'ai essayé de faire de la musique au maître, comme on appelait ça à l'époque, ce qui est de la librairie aujourd'hui, voilà, on appelle ça de la librairie aujourd'hui. Et je faisais aussi un groupe de reprises pour tourner dans les bars. J'avais mon groupe de compo où je faisais du jazz rock pour perdre mon temps, hein, en gros, comme tout le monde, qui fait du jazz rock. Et donc en même temps. Bon, et on enregistrait un peu tout ça, tous ces projets-là, et voilà. Et donc malheureusement, après, mon parcours a pris une autre direction. La vie a fait que j'ai dû arrêter la musique pour des raisons personnelles. Et je suis rentré dans la vie civile, on va dire, entre guillemets. Tu veux dire que tu as eu un vrai métier? J'ai eu un vrai métier. J'ai entamé des études de comptabilité dans un cursus supérieur. Tu sais ce que c'est qu'un comptable? Non, mais tu vas me le dire tout de suite. C'est un con derrière une table. Ouais, c'est un peu ça, c'est exactement ça même. Et à vrai dire, les études sont assez passionnantes parce qu'elles touchent un peu à tout. Mais c'est vrai que le métier, après, peut-être un peu routinier, quoi, on va dire, pour être poli. Mais tu as appris à plus la partie entrepreneur. Exactement, voilà. Et surtout que j'étais entrepreneur dans l'âme, en fait, sans le savoir. Et ce qui m'a permis d'ouvrir quelques business par la suite. Mais effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, j'ai fait un cursus comptable supérieur. J'ai passé un bac plus 5 en 3 ans. C'est pour dire que j'ai quand même cravaché pour y arriver. Puis j'ai commencé le stage d'expertise comptable. J'ai fait de l'audit essentiellement dans 2 boîtes différentes. Et puis en cours de route, j'en ai eu un petit peu marre vite fait. Surtout l'audit qui est un métier un peu particulier. Et j'ai eu l'opportunité en fait de monter une boîte dans l'immobilier, dans l'administration de biens. Voilà, donc gestion de portefeuille immobilier locatif et administration de copropriété. Voilà. Donc j'ai fait ce métier-là pendant 10 ans. Toujours avec la volonté de revenir un jour à la musique et notamment de créer un studio d'enregistrement pour les jeunes générations en fait, pour les aider. Parce que je me suis toujours dit que j'aurais bien voulu qu'on m'aide quand j'étais jeune musicien, tout simplement en me mettant un outil à disposition et en m'expliquant un petit peu comment il fonctionne, etc. Et en me donnant peut-être des trucs et astuces, tout simplement pour produire des maquettes de meilleure qualité. Et donc j'ai toujours eu cette volonté-là de me dire, bon, plus tard quand je serai à la retraite, je reviendrai à ma passion première pour aider des jeunes talents à exploiter leurs propres talents en leur mettant à disposition un très bel outil de production et à un prix très raisonnable parce qu'il y avait une vocation véritablement de tout simplement aider mon prochain, voilà, enfin donner un peu de sens à mon existence et à mon parcours qui avait été successful, on va dire, d'un point de vue financier, mais qui n'était pas très enthousiasmant à titre personnel, tout simplement. Donc est né, on va dire rapidement, enfin... Ce projet-là, je l'ai toujours eu. Et puis, un malheur familial a fait que je me suis dit, bon, on va pas attendre la retraite. Simplement, j'ai commencé à perdre des proches, comme tout le monde, l'âge arrivant
on commence à perdre des proches, et malheureusement des proches qui étaient relativement jeunes. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, et je me suis dit pourquoi attendre la retraite alors que je peux le faire dès aujourd'hui. Et donc j'ai commencé à chercher d'abord un local, parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je voulais vraiment revenir à l'esprit de ces studios des années 60, 70, résidentiels. Voilà, parce que moi je suis tourné vers l'artistique essentiellement. Et je pense qu'on n'a jamais mieux le temps d'enregistrer et de créer que dans un studio résidentiel. On est là à demeure, le temps de l'enregistrement, on a le temps de découvrir du matériel ou des instruments et de s'en inspirer pour amener sa création autre part. Pas forcément avec les outils qu'on a sur la main. Et donc dès le départ, l'idée c'était de trouver un endroit assez vaste pour recevoir beaucoup de monde, parce qu'un groupe c'est jamais seulement 4 ou 5 membres, c'est aussi le staff qui l'accompagne, voilà exactement, tu as entièrement raison, donc il fallait une résidence quand même assez importante, et aussi un local assez ambitieux, parce qu'on ne voulait pas faire que du groupe de variété ou de rock ou de pop, on voulait toucher un peu tous les genres musicaux, y compris le jazz, y compris peut-être même le classique. Donc on a des ensembles de musiciens un peu plus importants. Et donc il fallait qu'on soit proche de Paris pour pas être trop éloigné du cœur culturel. Parce que malgré tout, la plupart de la clientèle... Aussi, il y a une partie qui est parisienne. Voilà, il y a une grande partie qui est parisienne, on va pas se mentir. Oui, puis les maisons de disques, celles qui restent sont encore sur Paris, et ils font partie aussi de tes clients. Et ils font partie des gens qui viennent même sur place dans les studios. Il ne faut pas croire que ces gens-là se contentent de signer des chèques derrière un bureau. Ce sont des gens qui se déplacent et qui donnent leur avis sur la production, etc., qui sont importants aussi dans le processus créatif. Et donc il fallait être capable de les recevoir pas trop loin de Paris, sinon ils ne se déplacent pas, ce qui est bien normal. Et donc on cherchait un peu le mouton à 5 pattes, comme on dit. Je me souviens de ces époques-là. Voilà, avec une grande propriété, de quoi loger tout le monde, un local assez grand pour enregistrer. Et on a mis à peu près, tu sais toi-même, 5 ans pour trouver l'endroit, à être tous les jours sur des sites comme seloger.com ou voilà, et veiller le marché. J'imagine que tu en as visité un paquet. Pas tant que ça, parce que je savais pertinemment ce que je souhaitais dès le départ. Et donc j'arrivais à repérer sur les annonces, à faire un tri quand même. J'arrivais à évacuer 95% des biens qui n'étaient pas adaptés de toute façon à notre recherche. Et des biens comme ça, il n'y en a pas 36 non plus. Donc j'en visitais peut-être 2-3 par an qui vraiment répondaient au cahier des charges pour dire le peu de biens qui correspondaient. Et je me souviens très bien avoir visité un dernier bien juste avant d'avoir trouvé l'endroit que tu connais, dans le centre de la France, à 2 heures de Paris. Qui était un petit peu moins cher que celui qu'on avait trouvé, mais qui était intéressant aussi. Il y avait des grands volumes, il y avait déjà une partie de gîte qui était déjà prête. Qui était déjà toute prête. C'était un gîte qui était déjà adapté, donc il y avait des choses qui étaient quand même pas inintéressantes. Et je raconte, je vois que je mets 2 heures pour y aller, je me dis quand même 2 heures tous les jours pour aller surveiller le chantier, aller à la rencontre des clients, etc. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ça risque quand même d'être compliqué. J'en parle avec Loïc. Loïc me dit tout de suite, non mais t'es fou, 2 heures c'est beaucoup trop loin, ça va jamais le faire. Et à ce moment-là, on tombe sur une annonce, voilà, dans les Yvelines, moins d'1 heure de Paris, avec tout le cahier des charges rempli. Et Dieu merci, à cette époque-là, heureusement, j'avais les ronds. L'immobilier n'était pas trop cher, c'était dans un creux vraiment, surtout sur les résidences secondaires. Et donc et le dollar en plus était vraiment pas cher. Donc même acheter les instruments et le matériel, c'était le moment idéal. C'était le moment idéal. Et donc tout s'est bien aligné. On a pu négocier la maison dans de très bonnes conditions. On a pu négocier avec tous les marchands de matériel dans de très bonnes conditions. On avait le souhait de travailler avec des Français, parce que c'était une période économique un peu difficile. On savait aussi que les distributeurs français étaient vraiment en grande difficulté. C'était l'époque où ça... Donc on a essayé de les soutenir, on a fait un appel d'offres, on a quand même négocié aussi en direct avec les distributeurs pour leur dire on va être avec telle ou telle enseigne, arrangez-vous entre vous, faites une belle offre, mais voilà, on veut faire vivre tout le monde. Et c'est un gros marché comme ça, il n'y en a pas 36. C'est clair. Voilà, donc allez-y, trouvez une solution pour que tout le monde tire son épingle du jeu et que tout le monde soit content. Et je me souviens, on avait quand même mis Thomann dans l'appel d'offres juste pour avoir une référence. Et finalement, sur les 5 ou 6 Français plus Thomann qu'on avait interrogé, Thomann nous avait fait une offre où il nous faisait une réduction de 1% sur toute la commande.
Merci. Caviar. Voilà. On a la moitié des intervenants français qui nous ont même pas répondu. Voilà. Alors peut-être alors des charges. Et moi, ce que je me souviens à l'époque. J'étais connu Nida Vinadan. T'étais connu Nida Vinadan. Moi, voilà. Loïc, il me parlait du projet et je lui dis mais c'est un truc de fou. On monte pas un studio comme ça aujourd'hui. C'était l'époque où tout se cassait la gueule. Et il y avait un vrai problème de confiance. Je lui dis mais il est fou ton gars quoi. Enfin, voilà, il y avait c'est vrai que c'était difficile de paraître crédible alors que tout était là. Enfin, il y avait les ronds, il y avait tout. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru. Et donc, la moitié seulement des intervenants m'ont répondu. Et il y en a que 2 qui m'ont répondu. Sur le reste, le peu qui est resté, qui m'ont répondu, d'une manière assez professionnelle, en me reproduisant tout le listing de matériel dans l'ordre que je l'avais présenté pour pas qu'on s'amuse à chercher des références sur 20 pages, tu vois, pour comparer les prix. Il y avait un tout petit peu de matériel. Vous avez vu ce qu'il y avait... Alors, il n'y avait pas tout ça, mais il y en avait quand même moins, parce que c'était que le début et qu'au départ, on était parti sur un truc, peut-être un projet un peu moins ambitieux, tout simplement parce qu'on ne savait pas où on allait. Et donc, on n'avait pas mis tous nos œufs dès le départ sur la table. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, tu vas pas mélanger les œufs dans le panier et voilà, et les œufs dans le pantalon, on est d'accord. Les 2 étaient sur la table. Les 2 étaient sur la table, on est bien d'accord, mon capitaine. Et donc, on est parti comme ça, un peu la fleur au fusil. Et donc, il y en a que 2 qui nous ont répondu de manière pro et qui nous ont fait une offre en plus intéressante. Et Dieu merci, en plus, il y en avait un qui s'était occupé du backline, essentiellement tous les instruments, et l'autre qui s'était occupé du matériel de musique, donc ils se faisaient même pas concurrence entre eux. Et donc, on a pu faire marcher tout le monde. Voilà, et donc c'est une belle histoire. Rien qu'à ce niveau-là, on a cette satisfaction-là d'avoir bien négocié les choses, malgré tout, et d'avoir fait marcher des enseignes françaises qui ont pu poursuivre du coup grâce à nous pendant une année ou 2 de plus, ce qui est quand même assez appréciable. Et je pense que tout le monde était très content et ça a créé énormément de liens. Oui, et comme tu disais, de respect dans ce que vous... dans le projet, parce qu'en effet, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, et effectivement, et on a du coup, on a compris qu'on était des acteurs crédibles, réglo, qu'on était dignes de confiance, et du coup, tous ces partenaires qu'on a eu à l'époque sur le projet, nous ont trouvé sympathiques et nous ont aidés, à mettre le pied à l'étrier en nous présentant des contacts, soit d'ingénieurs du son, soit des artistes qui avaient besoin d'enregistrer, etc. Et ça nous a permis très rapidement, de démarrer, alors qu'on est parti from scratch. On est parti avec 0 clientèle, 0 carnet d'adresse, 0 communication, parce que c'était notre souhait aussi, de ne pas communiquer, pour la simple et bonne raison qu'on voulait se faire une respectabilité auprès des acteurs, parce que c'est un petit milieu, le milieu de la musique. Bien sûr. Voilà. Et on a toujours pensé qu'il valait mieux que notre nom se fasse par le bouche à oreille que par une page de com payée dans un journal ou sur un site internet. Et donc on est parti comme ça, et au bout de 2 ans, on a commencé à rafler des prix comme les Victoires du Jazz. Alors, tout le mérite ne nous revient pas, évidemment. Mais en tout cas, ces albums-là ont été faits chez vous. Ces albums-là ont été faits chez nous. Super important pour un Et studio. c'est un vrai plaisir, en fait. Et à vrai dire, ça rejoint ce que je te disais, c'est que nous, on a toujours eu vocation à aider des projets qui n'avaient pas forcément les moyens d'obtenir un tel studio d'enregistrement et de telles conditions d'enregistrement. On n'est pas là en train de cisailler le marché non plus, parce qu'il y a des acteurs, des confrères qui doivent en vivre. Et bon, même si Loïc, c'est son gagne-pain, etc., moi, Dieu merci, j'ai d'autres revenus par ailleurs avec d'autres activités, parce que je continue d'autres activités en parallèle. Et ce qui fait que je suis très pris aussi, c'est pour ça qu'on me voit un petit peu moins. Mais voilà, on n'a pas voulu scier la branche sur laquelle étaient assises nos confrères pour pas tuer tout ce milieu social et économique. Et on a réussi à bâtir une offre en fait équilibrée, à la fois intéressante pour les musiciens, mais pas suffisamment dumpée, on ne peut pas utiliser d'autres termes, pour casser le marché existant. Si bien qu'en fait, on est assez respecté par nos confrères et on est en bonne entente avec eux. Voilà. Vous êtes devenu un acteur incontournable du marché. Je dirais pas incontournable parce que personne n'est incontournable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même une offre par rapport à certains studios. On a une offre en fait suffisamment différenciée, on va dire,
pour avoir notre propre clientèle sans déranger personne, sans remettre complètement en question le business model du milieu. Et on répond à un réel besoin qui n'était pas satisfait jusqu'à présent. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en plus, en termes de positionnement, vous avez proposé quelque chose qui pouvait être entre le gros studio parisien et le petit studio de province, qui n'est pas péjoratif dans ma bouche. Et même, je vais te dire, même le home studio, en fait, on a toujours eu l'idée de, parce que justement on était côté artiste, que même un home studiste un peu éclairé pourrait venir et s'y retrouver. Oui. Et au départ, on avait un peu une logique sans console à cause de ça. Exactement. Et maintenant, on a pris une console parce qu'on s'est rendu compte aussi que certains acteurs ne viendraient pas chez nous s'ils n'étaient pas rassurés par la présence d'une console. Et donc on a trouvé un juste milieu en tout cas, et surtout une offre assez originale, parce que justement tournée vers l'artistique, tournée vers l'inspiration, tournée vers l'humain, et en même temps avec un backline assez pléthorique. Hein, on ne peut pas utiliser d'autres qualificatifs. Vous allez voir, alors aujourd'hui, bon, je vous ai déjà montré ce qu'il y avait dans l'autre studio, vous allez voir aujourd'hui. On va faire un petit tour de l'ensemble du matériel et ce n'est pas juste des périphériques, vous allez voir les guitares, vous allez voir les instruments qui est ici, c'est l'alu. Voilà. Voilà, et encore une fois, ça s'inscrit dans l'idée qu'on est là pour aider des artistes, on est là pour leur offrir la possibilité de jouer sur des instruments haut de gamme. Exactement. Et sur des outils, et d'avoir tous les outils haut de gamme possibles et inimaginables, pouvoir faire tous les styles de musique. Et servir au mieux le projet artistique. Voilà, nous c'est notre credo. Et donc voilà, on a vocation, voilà, à aider les artistes plus qu'à gagner véritablement de l'argent. On est, disons, autosuffisant. On ne gagne pas d'argent, on n'en fait pas non plus, on en perd un petit peu de temps en temps sur les mauvaises années. Mais voilà, on est à peu près à l'équilibre. Et c'est tout l'objet, voilà. De ton projet que tu m'avais raconté au tout début. Exactement. Je me souviens, on avait tu te moquais de moi un petit peu. Je me moquais gentiment. Pas, mais je me disais, mais il est complètement fou parce que ça allait à l'encontre de ce qu'on faisait. Je crois qu'on s'est vu en 2012. Ouais. Quand la première fois que tu m'en as parlé, c'était sur Paris. Et je me disais, mais il est fou. Parce que moi, dans l'optique, à l'époque, je travaillais. Je savais que j'allais faire un switch. Et donc, plutôt, moi, c'était la partie home studio. Et j'avais donc dit à Vincent, je pense qu'il faut faire autre chose. Donc, on n'était pas d'accord sur le truc. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a fait chacun un parcours différent. Et que moi, ce qui me fascine, il y a des business, c'est un éternel recommencement. Parce que tu as su intelligemment te positionner non pas comme j'avais pu le prendre, comme un studio d'enregistrement classique, mais un vrai studio d'enregistrement axé sur le musicien qui, entre-temps, est devenu home studioiste aussi. Voilà, exactement. Et donc, il y a on peut arriver dans son studio, ici, sans être vraiment ingénieur du son, mais en même temps, déjà parce qu'il y a un support technique, notamment avec Loïc, mais il y a des choses qu'on peut maîtriser in the box et avoir la possibilité de travailler simplement avec du matériel à disposition. Et je trouve que vous avez trouvé vraiment ce bon compromis. En tout cas, un compromis qu'il était difficile de trouver et qui nous a permis de nous mettre à une place, une espèce de niche. Comme tu le disais, une niche sans faire de tort aux autres, exactement. Mais en apportant une offre un petit peu différente. Exactement. Après, il faut bien réaliser qu'on est dans un contexte particulier quand même, dans une économie qui est en fin de vie, en fin de cycle, parce que le business model de la musique n'a toujours pas été réinventé. Ce n'est pas Deezer ou ni Spotify, qui vont apporter de l'argent dans ce milieu qui en souffre beaucoup. Oui. Et au point où je crois qu'on va revenir à une économie telle qu'on l'a connue avant le XXe siècle, où finalement les musiciens vont repartir sur les routes et on va être les ménestrels demain à jouer dans des bars relais sur la route, tu vois. Faire des albums pour les vendre mais même plus, mais moi j'y crois même plus, tu vois. Ils vont avoir toujours besoin d'un support musique. Alors quand je dis faire des albums, en tout cas, c'est d'avoir de la musique à vendre. Un support enregistré pour au moins faire valoir ce que tu sais faire. Il y a ça, et puis après, maintenant on peut les vendre. On a la chance aujourd'hui de pouvoir les vendre sur nos propres sites. Enfin, on peut malgré tout créer un petit business en plus, mais
comme tu le dis, voilà, je suis d'accord avec toi, l'industrie, en tout cas le modèle ne s'est pas encore complètement réinventé. On est encore dans une phase de transition. On est dans une phase transitoire. Et c'est pour ça que... Et qui, à la limite, peut encore faire vivre des productions urbaines. Oui. Parce que voilà, on n'a pas besoin d'une acoustique folle, donc d'un local immense pour faire de la musique urbaine. C'est aussi pour ça qu'elle fonctionne aussi si bien. C'est pour ça qu'elle fonctionne si bien. Parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi. Il y a beaucoup d'offres, ça coûte pas cher à produire, ça va vite. On peut effectivement tout faire in the box. Mais quand on s'attaque à de la musique entre guillemets un peu acoustique, dès qu'on veut prendre un instrument réel, on est obligé d'avoir des locaux adaptés avec une acoustique adaptée. Et donc ça devient tout de suite non plus un sport d'amateur éclairé, mais ça devient un sport de riche. C'est comme la Formule 1, voilà, on passe vraiment de la 4L à la Formule 1 sans étape intermédiaire. Oui. Et en fait, les étapes intermédiaires se passent aussi avec de la technique, avec de l'apprentissage, avec du savoir-faire. Avec du savoir-faire. Et pour ça, faut pouvoir avoir l'opportunité aussi. Et quel que soit le studio, quelle que soit sa taille, on ne fait pas tourner un studio, on n'est pas efficace dans ce qu'on fait sans savoir-faire. On peut avoir tous les joujoux du monde à sa disposition. S'il n'y a pas les personnes compétentes derrière ces joujoux pour les sélectionner, choisir ceux qui sont adaptés à la situation, et savoir les utiliser. Et savoir les utiliser à bon escient, on continuera à faire poète-poète. Exactement. Et donc, tourner des boutons, tout le monde sait le faire. Voilà. Mais les tourner à bon escient, voilà. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, monter un studio d'enregistrement, ça n'est pas uniquement faire un chèque et acheter tous les beaux jouets de la Terre, c'est aussi développer le réseau, rencontrer les personnes qui savent animer ce genre d'outils, leur faire confiance, les écouter, faire le tri dans ce qu'on nous apporte comme information. Et c'est un rôle de décideur. Et voilà, c'est plus là où moi, j'ai une carte à jouer que dans le rôle d'ingénieur du son. Je n'ai pas cette prétention-là. Encore une fois, il faut bien mettre, même si je suis un amateur éclairé, voilà. Tu fais tes propres projets et tout ça. Voilà, mais non, pas, voilà. Pour les clients, en tout cas, c'est pas moi qui suis à l'œuvre. Je peux assister et je suis très content en tant qu'assistant. J'aime bien faire ma petite souris et porter le matériel et voir voilà, comment ça se passe. Et faire un café et taper la discute. Mais voilà, mais au-delà de ça, non, rien du tout. Je suis le géo, voilà, le gentil accompagnateur. C'est très bien comme ça. Alors ce studio parisien, il est venu donc après le premier que tu as fait. Il est venu après et il propose une offre complémentaire de l'autre. En fait, l'autre est vraiment axé sur la prise de son et le moment créatif dans une phase aboutie, on va dire. Donc ici, on est plus dans une logique double qui est soit le mixage, et là on a la cabine adaptée avec une table et tous les périphes, etc. Et on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans l'autre en termes de mixage, même si on a une très belle table là-bas qui est même peut-être plus dédiée au mix, mais voilà, peu importe. Et c'est toujours possible de mixer là-bas, mais pour une question budgétaire, de plus en plus, les maisons de disques elles-mêmes nous disent on n'a pas le budget pour payer le mix sur place, et on préfère soit le donner à un mixeur qui fait ça dans un laptop, soit voilà, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. On en a parlé. Voilà. Soit voilà, on trouve une autre solution pour ramener le mix chez nous, et donc il fallait trouver une solution intermédiaire un peu plus abordable, sans sacrifier l'aspect qualitatif. Et peut-être aussi plus proche de proche de Paris pour faire venir justement les directeurs artistiques qui viennent plus d'ailleurs au moment du mix qu'au moment de l'enregistrement lui-même. Bref, on a voulu donc avoir cette solution en parallèle, plus abordable économiquement parlant, plus sur Paris, et puis on voulait aussi ouvrir notre offre à des productions un peu moins fortunées, on va dire, et leur permettre quand même de faire une bonne partie de leur enregistrement, les pré-prod notamment, et des pré-prod de très qualitatifs, je veux dire qui peuvent être du définitif d'ailleurs. Oui. Vous allez voir le matériel. Voilà, mais voilà, on voulait plus sur le Tascam ou le Yamaha MT-100. Non, on n'est plus sur ce genre de produit, effectivement, on est sur un énorme Pro Tools, voilà. Mais on voulait mettre donc à nouveau du backline pour faire des guitares, des claviers, des basses, bref, tout ce qu'on peut faire correctement sans avoir un local avec une acoustique spécifique, etc. Et on voulait garder cet esprit un peu home studiste. On voulait
être dans un appartement, Ouais. tout simplement pour donner cette impression de chez soi. Pour nous, c'est très important que l'artiste se sente chez lui. Ouais. Et donc, ça a toujours fait partie de notre pari de créer une ambiance intimiste et donc de faire un petit local, etc. Et donc, je me suis dit, bah, tout ça est finalement assez compatible. Tous ces besoins sont assez compatibles entre eux. Et donc, on peut créer un petit studio. Béton en termes de matériel, Ouais. mais très compact, et qui permettent à la fois la compo, la petite prise de son, basse, guitare, chant, clavier, et le mix, par contre là, très qualitatif, etc. Et donc est venue cette deuxième solution, effectivement, 3 ans après, on a commencé chercher l'endroit, les travaux, parce que vous avez fait une boîte dans la boîte, quoi. On a fait une boîte dans la boîte, toujours avec une acoustique travaillée aux petits oignons, etc., par notre ami Michel Deluc d'Amadeus. Donc voilà, ça a été un projet qui a mis un an et demi à se monter. Et comme tous les studios, entre le moment où on le monte et le moment où il atteint sa version mature, il peut s'écouler encore 1 année ou 2. Ouais. Et ça, c'est une réalité que peu de gens anticipent. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça un studio. Et entre l'idée première qu'on a, même l'implantation du matériel. Parce que j'allais dire, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas au final. Mais on peut être super organisé. Moi, je suis un fou. J'ai fait. Tu doutes bien que quand on est dans l'administration de biens et dans la gestion immobilière, on fait les travaux tous les ans. On participe à refaire des plans. Parfois, on n'a pas toujours le luxe de pouvoir se payer un architecte. Donc, on fait les plans soi-même, etc. Et on commence à être plutôt pas mauvais là-dedans. Donc, agencer les choses, je sais faire. Mais malgré tout, on a beau avoir un savoir-faire, etc. Il y a toujours un petit détail qui manque, un petit truc qui va venir après. Et puis un côté qui n'est pas pratique, auquel on n'avait pas forcément pensé. On s'est dit, tiens, ça va être bien. Puis en fait, à travailler comme à ça, l'usage, on s'aperçoit, on peut s'apercevoir. Bien, alors, le plan nu tel que tu le vois aujourd'hui avec les périphes là, et ça c'est venu très très vite, c'était dès les esquisses. Ouais, parce que moi je me souviens quand je suis venu, c'était encore en travaux. Mais il y avait déjà. En tout cas, les meubles étaient prêts, il y avait quelques trucs dedans. Tout à fait. Mais par contre, à l'époque, j'avais mis les guitares de l'autre côté. Exactement. J'avais voilà. Tout ça n'y était pas. Tout ça n'y était pas, mais bon, il y avait une raison aussi, c'est que tout simplement, j'avais pas trouvé encore les opportunités d'investissement. Et puis, on a fait revenir aussi du matériel de TI, tout simplement parce que on s'est aperçu vraiment que le mix à TI n'était pas compétitif. Voilà, par rapport aux bourses, et pas une question de savoir-faire ou quoi que ce soit, mais c'est juste une question de budget. Non, puis le lieu est démesuré pour faire des mix. Exactement. Tu vas pas mobiliser une résidence ça, et 200 mètres carrés de studio pour voilà. Donc il y a un mec qui mixe parce que maintenant les groupes participent quasiment plus au mix. C'est même ça, effectivement, tu as raison. Maintenant, quand on mixe, s'il y a un client qui se déplace et qui vient 2 ou 3 fois pendant le projet, c'est le bout du monde. Les gens écoutent chez eux, ils te demandent 20 000 modifs. Les révisions et tout ça, mais ça se fait pas mal maintenant. Non, mais c'est une perte de temps. Ce qui est pas plus mal. Je sais pas. Je sais pas. C'est un réel débat. Parce qu'en fait, moi je trouve que le client, quand il est là, en fait, quand on mixe, on travaille avec une vision que l'on n'a pas encore. Et il y a toujours le mec qui dit « Ah oui, moi je veux ma guitare comme ça », sauf que c'est pas le moment encore des guitares. Alors qu'après, quand l'image est faite... Écoute, c'est vrai que ça peut être perturbant d'avoir le client en face de toi parce que finalement, il te coupe d'un certain nombre d'initiatives artistiques et de parti pris. Exactement. Et donc, je peux comprendre le confort qu'il y a à ne pas avoir le client à côté de soi. Mais je tempère ce propos. Parce que justement, ça provoque un autre phénomène, c'est qu'après, tu as la feuille de révision pour chaque mix, pour des détails epsilonesques, pas toujours forcément utiles, mais il va falloir que tu les fasses. Et tu as un temps perdu incroyable pour un epsilon à la fin de qualitatif ou artistique, pas toujours judicieux. Mais si le client avait été avec toi, sur place, peut-être que... il n'aurait pas eu la même démarche. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je préfère faire le mix tout seul. Et ensuite, quand le client, s'il a des notes de révision, lui dire « Venez » et on les voit ensemble. Parce que bien souvent, tu as la guitare qui est passée forte à le machin, et en fait, il suffit d'en monter un ou en baisser un, et hop, c'est fini, le mec il est très content. Surtout, les gens veulent être directeurs artistiques. Puis surtout, et tu ne connais pas les conditions dans lesquelles tes clients écoutent les titres chez eux. Donc, ils peuvent écouter ça parfois sur des systèmes un peu... des fois juste avec des earbuds. Ou même directement sur le téléphone. Et là, bonjour les dégâts. Mais c'est vrai que c'est toujours le débat de... Enfin, moi, je trouve que le faire venir pour les révisions, c'est toujours plus facile
parce que il va valider. Une fois quelque part, il a écouté, il a dit oui c'est bien. Quand il repart chez lui, tu ne te retapes pas encore une liste de révision. Écoute, moi je vais dire en fait, c'est vraiment de mon expérience personnelle, c'est vraiment en fait fonction des personnalités qui en face. Et il y a des clients avec qui tu vas t'entendre merveilleusement bien et ils vont être avec toi au jour le jour, tous les jours du mix, et ils ne vont pas être une force polluante pour le projet. Ils vont même être plutôt force de proposition ou encourageant, ou au moins te dire si ça va dans la direction qu'ils souhaitent. Et d'autres où ça va être carrément incompatible parce que voilà, il y a une incompatibilité de caractère. Ne serait-ce de goût, de couleur artistique. De couleur, ou peu importe. C'est ça le problème du mix. Ou de méconnaissance du métier, tout simplement aussi. Et voilà, donc c'est vraiment protéiforme et il n'y a pas de règle absolue finalement là-dessus. Mais je pense qu'on a quand même on a perdu un petit truc à avoir le client, c'est les révisions multiples et variées. Et là-dessus, il n'y a pas forcément de solution. Oui, c'est toujours un peu délicat. C'est la phase finale, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Avant de faire un tour du studio, on va regarder un petit peu tous ces boutons. Je voudrais avoir, j'ai une dernière question à te poser. Quelle est toi ta vision de ce qui va se passer? C'est une vaste question. Tu veux dire sur l'industrie? Sur l'industrie, sur ton métier, sur nos métiers, sur... Écoute, on peut faire deux conclusions. La première, c'est une conclusion plutôt pessimiste en se disant les choses ne vont pas changer et on va continuer sur cette dynamique-là. Et auquel cas, je pense que les grands lieux d'enregistrement, les studios qui sont adaptés pour faire de la musique acoustique, notamment ceux qui sont endettés, qui ont pris un emprunt pour acheter le local ou qui sont locataires de leur local. C'est-à-dire qui sont locataires sur Paris ou dans des grosses... Voilà, ceux-là, malheureusement, je pense qu'avec les budgets qui se réduisent comme peau de chagrin dans les maisons de production, vont malheureusement finir par mettre la clé sous la porte. Et il faut bien réaliser quelque chose aujourd'hui, c'est que les ingé-sons sont payés en dessous des minimums prévus aux conventions collectives. Je pense qu'un coiffeur gagne mieux qu'un ingé-son. Non, faut pas déconner non plus. Je sais pas. Je sais pas combien gagne un coiffeur en fait. Tu vois, donc ça va être difficile de répondre sur cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui acceptent de travailler pour moins que ce qu'ils devraient demander s'ils respectaient la convention collective. Donc ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est que on ne peut pas payer les jeunes qui démarrent non plus correctement. Donc nous, on se débrouille. Voilà, on a décidé de ne pas prendre de jeunes pour ça, parce qu'on n'aime pas exploiter les gens, tout simplement. On a une éthique par rapport à ça. Et donc, on se farcit tout. Loïc et moi, tu vois, même le travail d'assistant ingrat, donc c'est parfois très difficile et très énergivore. Voilà. Mais on y va parce qu'on aime ça et que sans ça, ça pourrait pas marcher. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et, mais bon, déjà, voilà, il y a un réel problème économique et tu peux pas faire vivre et entretenir autant de matériel sans avoir des revenus annexes qui te permettent de le faire. Donc je crois que ça va devenir malheureusement en fait un sport de gens fortunés. Voilà. Et que petit à petit, il va y en avoir de moins en moins de disponibles. Et comme de toute façon, il y a une espèce de concurrence malsaine qui se fait avec des home studistes qui ne sont absolument pas capables de produire la même qualité à la fin, au bout du bout. Mais comme tout le monde écoute sur du MP3 et que personne n'en a rien à foutre, et que petit à petit, les gens ont une oreille de plus en plus déficiente et moins exigeante, forcément, on va aller vers de la moindre qualité. Et à la fin, c'est le public qui va le payer. Il le paye déjà, je pense. Il le paye déjà, on est bien d'accord, mais on ne va pas tirer sur les ambulances. Mais effectivement, il va y avoir un réel problème pour proposer de la diversité et quelque chose de riche culturellement parlant. Donc ça, c'est si on a une vision pessimiste des choses. Et il faut bien être clair, jamais, je dis bien jamais, la technologie ne permettra, à travers les plugins, à travers les bibliothèques de samples, à travers tout ça, ne vous permettra de rattraper l'écart gigantesque qu'il y a entre un piano, par exemple, qui est pris avec des micros et qui a une résonance naturelle et des phénomènes de résonance par sympathie. Vous n'aurez jamais le même son qu'avec une bibliothèque de samples où on a pris note par note. Et vous aurez beau mettre toute l'intelligence artificielle que vous voudrez là-dedans, ce ne sera jamais convaincant. Donc,
au final, pour terminer là-dessus, si on ne change pas de paradigme et si on ne retrouve pas un moyen de remettre de l'argent dans ce milieu-là, ça va mourir dans l'œuf et on va paupériser un pan entier de la population et tous les acteurs, c'est-à-dire les maisons de disques, mais ça fera verser une larme à personne, les ingénieurs du son, les musiciens eux-mêmes, les premières victimes, voilà. Les luthiers, les réparateurs de matériel. Les réparateurs de matériel, exactement, mais tu as raison de les citer parce que c'est toute l'économie derrière. Ils font partie de l'économie, du tissu économique et tout ça va s'effondrer et ça va être un drame social et artistique. On va y perdre 2 fois. Parce qu'en fait, quand on dit oui, acheter les albums, ça fait vivre des artistes. Oui, mais ça fait vivre des studios d'enregistrement, qu'ils soient gros, petits, ça fait vivre des luthiers, ça fait vivre des réparateurs de piano. Ça fait vivre le magasin de vente de flûte à bec du coin, parce que c'est toute cette économie et c'est vrai que... Et puis surtout, c'est ce qui permettra d'avoir des œuvres de qualité dans vos oreilles. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas imaginer mettre 50 centimes sur la table et que quelqu'un qui soit qualifié et compétent accepte de travailler pour 50 centimes au bout du bout. Enfin, alors, moi, voilà où je suis non, mais ceux qui vont toujours accepter de travailler dans ces conditions-là sont des gens qui n'ont pas de talent et qui vont vouloir la gloire et sans l'argent. Exactement. Il y a un moment, personne ne vit de gloire, sauf les peu... qui peuvent. Non, mais sauf ceux qui n'ont pas de talent. Enfin, bien sûr. On va être clair, quand on a du talent, on sait qu'on vaut quelque chose et on n'accepte pas de le vendre gratuitement. Exactement. Donc, voilà. Mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que moi j'essaie de voir les choses de façon tout le temps positive, puisque... Alors, on a la conclusion positive. Alors on a la conclusion positive qui est de dire, en effet, je pense que... si on change le jeu, si on change la règle, si les gens se remettent à consommer du disque, ou autre chose d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que le disque, effectivement le live peut faire quelque chose, bien sûr, à condition qu'on sorte du Covid, etc., évidemment. Hein. Et, mais pas que, on peut imaginer plein de choses, des programmes filmés, etc. etc. Je suis persuadé, d'ailleurs j'ai mon idée à moi sur ce qu'il faudrait faire, mais je ne vais pas le dire parce que j'ai pas envie de donner la recette à quelqu'un d'autre. Parce que je te connais sans, parce que j'espère le faire un jour. J'espère le faire un jour, ce qui demande de gros investissements encore, mais voilà, c'est possible. Souffle un peu là. Ah ouais. Repose-toi, mais après tu y retournes. Voilà, exactement. Non, mais oui, effectivement, je vais perdre encore des cheveux, gagner du poids, et voilà. Voilà, mais donc il y a une deuxième étape à la fusée, il y a un deuxième étage à la fusée. Et donc oui, bien sûr, j'ai une idée précise de ce qu'il faudrait faire pour remettre de l'argent et redonner du pouvoir créatif, finalement, à chacun des acteurs. Et il y a plein de solutions envisageables. Malheureusement, ce ne sont pas celles d'aujourd'hui. Oui, mais moi, là où je suis positif, comme toi, c'est que je pense que on est comme tout phase où, on va dire, le home studio, les gens ont vu ça comme la finalité. Et donc, en tout cas, comme une béquille qui pourrait permettre de remplacer. Voilà. Donc les gens vont se rendre compte que non, moi je le vois, puisque en faisant de la formation autour de ça, j'ai beaucoup de personnes qui pensaient qu'en achetant le plugin SSL, eh bien, ça allait sonner SSL, sauf que ça ne sonne pas SSL. C'est même pas l'argument en fait. Enfin, au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure. C'est complémentaire ces outils-là. Bien sûr. Mais c'est même pas ça. C'est que de toute façon, quand tu restes dans ton home studio chez toi, tu ne vas pas avoir l'apport de quelqu'un d'externe qui va t'aider à emmener ta production ailleurs. Il y a ça. Tu ne vas pas avoir la possibilité justement d'avoir une acoustique adaptée et tu auras tous les défauts de la Terre, ces fameuses fréquences qui tournent, etc. Tous ces soucis qui font que tu ne vas pas sonner du tout et que ça va être affreux, abominable au bout du bout. Il y a plein de sujets en fait que tu perds en restant chez toi dans ton home studio. Et c'est pour ça que moi je vois les choses de façon positive, parce que je pense que l'éducation, de toute façon l'éducation c'est la base de tout, quel que soit le style, les gens qui vont s'éduquer dans le home studio vont savoir qu'à un moment donné, ça ils peuvent le faire chez eux. Et ça, il faut qu'ils aillent le faire en studio. Exactement. Et je crois beaucoup en ça, moi. C'est ça qui va lever le niveau et qu'on va se retrouver avec des artistes qui vont être indépendants et qui vont savoir que
ça, ils peuvent faire ça chez eux, et que ça, il faut absolument mettre un billet là-dedans, et que ce billet, au final, il est pas si cher que ça ça. s'observe déjà justement grâce au travail de personnes comme toi qui pondent des tutos bien foutus et qui expliquent aux gens justement ce qu'ils peuvent faire chez eux et ce qu'ils doivent faire ailleurs. Voilà, le faire ailleurs, hein, bien sûr. Voilà. Mais comme dans l'infanterie, comme voilà, comme dans la fonderie. Mais toujours non, l'infanterie, c'est tirailleur. Tirailleur. J'ai confondu les deux. C'est là on la garde. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a effectivement quelque chose de très positif là-dedans, et je pense même que le home studio a quand même beaucoup de mérite et apporte des choses. Le vrai souci, c'est le nerf de la guerre, c'est encore une fois comment on finance les choses, comment on fait connaître un projet aussi, parce qu'il ne suffit pas de le financer, il faut aussi communiquer autour. Ouais. Bon, ça a un coût, tu me diras, bien sûr, c'est aussi une question de moyens, mais on a peut-être parfois des moyens intelligents de faire les choses à moindre coût aussi. On peut faire du happening, même, tu vois, quand on a zéro sentiment poche, on peut faire des choses. Beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, si on est malin. Mais malgré tout, je pense qu'il y a, si on veut espérer faire survivre une certaine diversité artistique et donc permettre un renouvellement voilà, de la musique et pas une uniformisation comme celle qu'on observe aujourd'hui, et bien malheureusement, il faudra toujours qu'il y ait des lieux comme celui-ci. Et justement, c'est ma petite pierre à l'édifice pour l'instant. Ouais. Voilà, c'est mon projet. C'est de justement créer, enfin, d'avoir ouvert un lieu qui permet ça. Voilà. Alors, ce lieu, on va arrêter de faire du blabla. Oui, on va aller regarder, on va faire le tour du studio. On va vous emmener faire un tour du studio. Alors, je pense que je vous cache pas que peut-être on va le faire en deux parties parce que il y a beaucoup de matériel et je pense que Vincent a pratiquement sur chaque bouton a quelque chose à nous raconter, parce que c'est lui qui va chiner, c'est lui qui va chercher le matériel, donc il va nous raconter des histoires. Je suis un grand bavard, faut bien dire. Et en plus, t'es un grand bavard. Donc on fait le tour, et puis on se retrouve ici pour la conclusion. Ça te va ? Ça me va, c'est parfait. On y va.